Toutefois, lors de notre dernière session, Jacqueline a soulevé le livre de Candice Savage, Stranger in the House, qui parlait de francophones dans la région de Tessier, dans le centre. Et donc, j'ai décidé de modifier les deux dernières présentations pour parler un petit peu de ces communautés qui ont existé dans ce grand désert entre la Transcanadienne et la Yellowhead, ou la numéro 16, de l'Est jusqu'à l'Ouest. Et je vais finir aujourd'hui avec les communautés francophones dans le nord-ouest de la province et aussi dans la région de la Trinité. Et puis la semaine prochaine, où je devais parler tout simplement de changements dans la communauté depuis la crise économique des années 30, eh bien là, je vais parler des communautés francophones dans le nord-est de la province et aussi de ces changements qui se sont produits. Donc, sans plus parler, parlons un petit peu de cette activité francophone dans le centre de la province. On se demande souvent comment se fait-il qu'il n'y a pas de communauté francescoise entre la Transcanadienne et la route numéro 16. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y en a plus qui s'identifient comme village francescois, mais autrefois, il y en avait certains. L'une des plus vieilles paroisses et communautés canadiennes-françaises de la Saskatchewan est bien sûr située dans la vallée Qu'Appelle, à environ 10 km seulement de l'ancien fort Qu'Appelle. La paroisse du Sacré-Cœur à Lebrette a été fondée en 1866 par l'abbé Noël-Joseph Richotte, celui qui allait jouer un très grand rôle dans la création du Manitoba en 1870. Lebrette fut surtout important à la communauté francescoise à cause de la présence religieuse des Oblats rattachés à l'école indienne et aux Sœurs de Notre-Dame des Missions qui arrivent en 1899 pour ouvrir un premier couvent à Lebrette. Puis, il y a aussi eu pendant plusieurs années, le Scholastica des Oblats de Marie Immaculée à cet endroit. Bien sûr, on y retrouvait des familles françaises, canadiennes-françaises et métisses dans la région. Un des premiers colons et commerçants qui s'établit dans la vallée Qu'Appelle à Lebrette est Camille Coupal. Il arrive à Qu'Appelle en 1885 avec sa femme Delphine et ses 8 enfants. La famille se rend ensuite au fort Qu'Appelle où son épouse Delphine ouvre un petit magasin général pour concurrencer le magasin de la baie du Thon. Une communauté francescoise bien connue à cause de son célèbre artiste est la paroisse de Sainte-Marthe près de la frontière du Manitoba. Joe Fafard a rendu ce petit village célèbre et il y a aussi tout près le village de Rocanville qui a attiré à ses débuts des familles françaises et canadiennes-françaises. La région de la montagne de Tondre, Touchwood Hills, et de la montagne du Lim, ou File Hills, dans le centre-est de la province entre Punachai et Yorkton, au nord de la vallée Qu'Appelle, ne sont pas connus pour leurs nombreuses communautés francophones. Ce sont surtout des colons polonais et ukrainiens qui ont établi les nombreuses villes et villages de la région. Toutefois, il ne faut pas oublier que la région était autrefois traversée par la fameuse piste Carleton qui allait du fort Garry ou Winnipeg au Manitoba jusqu'au fort des Prairies ou Edmonton en Alberta. Et puisque le bison se trouvait en abondance dans la région, il n'est pas surprenant qu'on y trouvait des métis avec la disparition du métis, les lieux d'hivernement habituels furent abandonnés. Mais une petite mission vit le jour l'année de l'insurrection ou de la résistance des Métis en 1885.
Fondée par le père Huguenot, missionnaire oblat à Lebrette, elle portait le nom de Sainte-Delphine et bientôt des colons français et canadiens français sont venus rejoindre les familles métisses. Et parmi ces familles métisses canadiennes françaises et françaises qu'on trouvait à Sainte-Delphine, mentionnons les Pollard, les Fisher, Robillard, Poupal, Brazeau, Martineau, Richard, de Dauphinet, Brunet, Hamelin, Daz, Beaulieu, Carrière, Ross, Faillant, Poitras, Perrault, Carriou, Desjarlais, Malbeuf, Lemay, La Liberté, Bonneau, Saint-Denis, Naud, Blondeau, Ouellette, Paradis, Cardinal et Vallée. Sainte-Delphine se trouvait dans la région de Aituna et j'ai trouvé le descriptif Sainte-Delphine d'Aituna pour décrire l'endroit et un peu de son histoire dans le livre d'histoire locale d'Aituna. Donc ça, c'est une de ces régions qu'on trouve dans cette région. Toujours dans la montagne du Tondre, un autre groupe métis avait un campement près des réserves indiennes Gordon et Muskowekwan, et ce campement deviendrait au début du 20e siècle le village de Lestock. Et parmi les familles françaises, canadiennes françaises et métisses à cet endroit, il y avait les Boivin, Lagimodière, Lafontaine, Préfontaine, Bourrette, Lalonde, Lacasse, les Tourneaux. Certaines de ces familles étaient déjà dans la région depuis les années 1870. Donc, les premières communautés francophones dans cette région nord-est, au nord de la vallée Qu'Appelle, sont souvent des communautés avec une forte population métisse. Et même Sainte-Marthe, d'où venait Joe Fafard, était tout près de Saint-Lazare au Manitoba, qui était aussi à ses débuts une communauté métisse. Donc, on voit fortement l'influence métisse qui attire des familles canadiennes françaises et françaises à venir se joindre à eux dans cette région-là. Si on continue vers l'ouest, près de la route numéro 6, on y trouvait autrefois la petite mission de Beauchamp. Aujourd'hui, il ne reste aucune trace de cet endroit et même le livre d'histoire Spalding, Roots and Branches ne révèle pas beaucoup de renseignements à son sujet. Il y avait une petite église catholique à Beauchamp, soit l'église Sainte-Famille, que la plupart des résidents de la région appelaient l'Église française. Encore une fois, on y retrouvait des familles métisses, canadiennes françaises et bretonnes à Beauchamp, car plusieurs des Bretons qui avaient suivi le père Lefloc pour fonder Saint-Brieuc, juste au nord de Beauchamp, certains étaient venus s'établir dans cette région-là. Une famille métisse de la région était celle de Gérard Perron, l'ancêtre de l'archiviste Marie-Louise Perron. Je crois aussi que le père du célèbre auteur métis David Bouchard, bien connu dans l'Ouest, était de Beauchamp avant de déménager dans la région de Saint-Front et plus tard, ce père de David Bouchard ira s'établir à Gravelbourg comme barbier. Dans les années 60, quand j'étais collégien, il était justement barbier à Gravelbourg. Sur la Yellowhead, près de Lanigan, il y a le premier village qu'on peut vraiment appeler un village complètement francophone, c'est le village de Viscount. Plusieurs familles françaises s'établissent à cet endroit, y inclut celle de Louis Julet, dont la plupart d'entre vous, je crois, connaissez. Ils fondent la paroisse, les Français fondent la paroisse Saint-Antoine de Ligorie et ils réussiront à faire venir des religieuses, des filles de la Providence pour enseigner à l'école du village. Il faut ensuite traverser la route numéro 11 avant de trouver une présence française à Domaine, Rosetown, Harris et Tessier.
Il y avait une grande famille marchand à Rosetown, par exemple, dont plusieurs des filles ont épousé des gars de Saint-Denis dans les années 1940. Tessier, bien sûr, c'est le lieu de la famille Sureau di Blondeau qui s'était établie là et que nous a raconté Candace Savage dans son livre Stranger in the House. Enfin, il y a une dernière petite communauté francophone qui a existé dans cette région. Il s'agit de Saint-Hilaire de Cocherie, situé quelques kilomètres à l'ouest de Biggar. Les deux principales familles canadiennes-françaises de Cocherie étaient celles des frères Demoisacq, Hilaire et Louis, et leur épouses, les sœurs de Buissac, Marie et Antoinette. D'autres cousins Demoisacq et de Buissac les ont suivis dans la région et se sont établis à Saint-Hilaire. Et aujourd'hui encore, une de leurs descendantes, Jeanne-Marie de Demoisacq, est la mairesse de la municipalité rurale de Biggar, qui comprend l'emplacement de ce petit village francophone d'antan. Donc, avant de passer à la prochaine partie qui va nous diriger vers le nord-ouest, est-ce qu'il y avait certaines questions? C'est juste un commentaire, tu parlais de Biggar. La famille, une partie de la famille de Laurent Desrosiers, qui est décédé, ça fait pas longtemps, était à Biggar. OK. Oui, bien, c'est Biggar avait quand même, Biggar et cette région de Saint-Hilaire de Cocherie avaient attiré toute une série de francophones au tout début du siècle dernier. Ils avaient fait le trajet de Battleford, justement, vers le sud pour se rendre dans la région. Et justement, quand j'ai parlé avec Jeanne-Marie de Moisac plus tôt cet été, elle ne parle plus un mot de français, mais elle tient toujours à l'histoire de cette communauté qui aujourd'hui est disparue et que justement, éventuellement, même l'église a dû être démolie à cause qu'il y avait trop de vandalisme dans la région. Mais on tient encore à certains liens de ça, même si je crois que la plupart ne parlent plus le français aujourd'hui. Autre question? Sinon, on va poursuivre. Là, j'ai tourné la page trop vite. On va maintenant se rendre au pays des Ranches, dans le nord-ouest de la province. Quand on parle de l'histoire des francophones de la Saskatchewan, il y a d'abord eu les coureurs de bois et les voyageurs, les métis, puis ensuite un groupe de jeunes aventuriers du Québec qui allaient établir de grands ranchs dans le nord-ouest du territoire qui deviendra plus tard la Saskatchewan. Qui étaient-ils, ces jeunes aventuriers? Il s'agissait souvent de jeunes hommes qui ne voulaient pas faire comme nombre d'autres jeunes Canadiens français du Québec à l'époque, qui étaient d'aller travailler dans les usines de la Nouvelle-Angleterre. Certains d'entre eux avaient eux-mêmes eu des parents ou des oncles qui s'étaient rendus sur la côte de la Californie lors de la ruée vers l'or de 1849. Un autre lien entre plusieurs d'entre eux, c'est un premier séjour au Manitoba et la région de Oak Lake qui deviendra plus tard le point de départ des œuvres de colonisation de l'abbé Jean-Isidore Guerre allait en attirer certains avant leur aventure dans la région de la Butte du Paradis. Leurs noms, Béliveau, Prince, Richard, Marcotte, etc. Plusieurs arrivent dans cette région au temps des troubles de 1885 et ils établissent leur ranch dans la région d'Emo Lake, Charlotte, Delmas, Richard.
C'est à l'époque où les Métis fondent le village de Bressalers, à l'ouest du futur village de Delmas. Alphonse et Ernest Béliveau, par exemple, auront leur ranch à Paradise Hill, ou la butte du paradis, tandis que Michel Côté, Étienne Roussel et Joe Amirault auront des ranchs dans la région de Humaville et Charlotte. Benjamin et Alphonse Prince pratiquent l'agriculture et l'élevage à grande échelle pendant quelques années dans le district de Highgate, situé à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de Battleford, près de Delmas. Émile Richard sera rancher dans la région de la montagne de l'Aigle dans les années 1880, avant d'établir son ranch dans la région du village qui porte son nom, Richard, en 1900. Un jeune Français nouvellement ordonné prêtre par Monseigneur Albert Pascal, évêque de Prince-Albert en 1910, Clovis Maulier, se rend dans cette région de la butte du paradis comme missionnaire l'année de son ordination. Il nous a laissé 2 romans de sa vie dans cette région, Au pays du ranch et aussi Les broussards de l'Ouest. 2 romans qui racontent un petit peu ses aventures comme missionnaire dans cette région qui est très boisée et tout ça du nord-ouest de la province. Alors, ce sont les premiers francophones à s'établir dans le nord-ouest de la province avant même que la Saskatchewan devienne une province, avant même que les moyens de transport soient rendus plus faciles avec la construction de chemins de fer. Puis, au début du 20e siècle, avec le travail de recrutement fait par des abbés comme Bérubé et Julion, d'autres colons français et canadiens français viennent les rejoindre. Ceci mènera au développement de villages comme Delmas en 1910, Saint-Hippolyte, Vaughan, Edam, Méota, Jackfish, Cochin et même Butte-Saint-Pierre dans la région de Paradise Hill. L'abbé Jean-Baptiste Julion était un prêtre français venu dans l'Ouest canadien au début du 20e siècle avec le rêve d'établir des membres de sa famille et des compatriotes français sur des terres. Sans avoir le titre officiel de missionnaire colonisateur du diocèse de Prince-Albert, ce titre revenait à l'abbé Philippe-Antoine Bérubé. L'abbé Julion a été responsable de la venue de plusieurs centaines de colons français dans toute cette région de Vaughan, Edam, Jackfish Lake, Cochin. Bref, une région qui plus tard sera un terrain fertile pour les œuvres du père André Mercure, fondateur des fameux voyages Sèvres où Saskatchewan étudiante voyage. Il arrive, l'abbé Julion, dans la nouvelle paroisse de Saskatchewan en 1905 à Battleford, avant même l'arrivée du chemin de fer dans la région. Il espère trouver du terrain propice pour établir une paroisse française et il est accompagné de son frère Alphonse, les frères Malhomme, Jean et Emmanuel et Jean-Marie Breuil. Les frères Malhomme venaient de la même région en France que les frères Julion et ils resteront justement dans la région de Saint-Hippolyte, etc. Dans un rectangle de terre d'environ 14 000 carrés au nord de la mission de Delmas, il a trouvé un bon nombre de colons avec des noms comme Bélanger, Nadon, Fiddler, Nolin et Couillard. La plupart de ces familles étaient métisses et il faut noter qu'il existait déjà depuis une vingtaine d'années une communauté métisse de l'autre côté de la rivière qui portait le nom de Bressalers. Ces noms étaient une douce musique aux oreilles françaises du jeune curé et c'est là qu'il a fondé sa paroisse qu'il a nommée Saint-Hippolyte, le nom de son père.
Peu de temps après l'arrivée du missionnaire, un bon nombre de nouveaux colons viennent prendre des homesteads dans la région. Ces nouveaux colons se nomment Régnier, Hamel, Dion, Leclerc, Rousseau, Naud, Vallière et Blanchette. L'arrivée de tous ces colons pousse le curé à faire construire une énorme église à Saint-Hippolyte, dans le milieu de la prairie. Il tente de faire venir une congrégation religieuse pour enseigner aux enfants dans sa paroisse, mais les sœurs ne se conduisent pas et ne veulent pas être prises dans le milieu de nulle part. Son souhait est que la compagnie du Canadien Northern construira sa ligne de chemin de fer avec gare à Saint-Hippolyte. Hélas, ce ne sera pas le cas. La compagnie décide que le tracé du chemin de fer passerait à quelques kilomètres au nord-ouest de la mission et le village de Vaughan voit le jour. Cette décision a été supposément prise parce que le prix du terrain dans le village de Saint-Hippolyte était trop élevé. Ce fut un coup mortel pour le village de la paroisse. Plusieurs personnes sont déménagées à Vaughan ou à Edam. Le prêtre et son église sont demeurés presque seuls sur la butte dans le milieu de la prairie. L'histoire de Delmas commence avec l'histoire des missions indiennes ou oblates dans le nord-ouest. C'est l'histoire des pères Lestan, André, Herth et Cochin, 4 oblats de Marie Immaculée qui viennent établir la mission Saint-Angèle au centre des réserves indiennes de Poundmaker, de Little Pine, de Sweetgrass, d'Eagle Hills et de Red Pheasant, de Mosquito, de Thunder Child et de Moosomin entre 1880 et 1900. En 1885, le père Lestan fait bâtir une nouvelle église à l'ouest de la réserve Thunder Child, là où est maintenant situé le village de Delmas. Le nom de la mission devient Saint-Angèle de Thunder Child. En 1904, le chemin de fer est construit à travers la réserve Thunder Child et l'année suivante, le nom de mission devient Delmas en honneur du père Henri Delmas, OMI, le missionnaire, le successeur du père Cochin. En 1905, la mission Saint-Angèle devient la paroisse Saint-Jean-Baptiste de la Salle, une paroisse canadienne-française. Puis, c'était l'invasion de la région de Delmas par des colons canadiens-français venus du Québec et des États-Unis. La famille Champeau arrive du Wisconsin. Joseph Adolphe Roy et son épouse Marie-Reine Plante arrivent du Québec à cause de la santé périlleuse de Marie-Reine. Son médecin lui avait recommandé de venir vers le climat salutaire de la Saskatchewan. Ben Chassé n'est pas nouvellement arrivé dans l'Ouest en 1912 lorsqu'il achète du terrain à Delmas. Il avait travaillé à le sénateur Ben Prince à Battleford avant de se prendre un homestead à Highgate à l'est de Delmas. En 1908, il vend son terrain au sénateur Prince et achète une étable à louage de chevaux à Delmas. Le développement de Battleford et de la ville de North Battleford sera très influencé par des Canadiens français comme Benjamin Prince, notre rancher de la première heure. Avec son frère Alphonse, Benjamin achète un magasin à Battleford en 1898, puis aussi une scierie. Il sera député provincial à l'Assemblée législative de la Saskatchewan de 1905 à 1909, quand Wilfrid Laurier le nomme comme sénateur. Le docteur Jules Hamelin est un autre des Canadiens français qui contribue au développement de la région. Arrivé à North Battleford en 1911, il ne tarde pas à reconnaître le besoin d'un hôpital.
Avec l'autorisation du père Paillé, alors curé de la seule paroisse de ce temps-là, il a demandé aux Sœurs de la Providence de venir ouvrir un hôpital à North Battleford. 10 jours plus tard, son espoir se réalisait par l'arrivée de Sœur Éliodore supérieure et de 2 autres religieuses. Elles installèrent temporairement 20 lits dans le presbytère inhabité, qui était autant une partie du couvent des Sœurs de l'Enfant Jésus. Ce qui est particulièrement intéressant pour nous, francophones, c'est que la région est demeurée très française jusqu'aux années 1970. Je me souviens quand je suis revenu en Saskatchewan en 1975, après mes études au Collège Saint-Jean à Edmonton, que toute cette région de Battleford et le Nord-Ouest était vibrante d'énergie grâce au travail du père André Mercure, curé de Cochin, et de l'abbé Arthur Marchédon, curé de la paroisse Saint-André de North Battleford. Beaucoup des jeunes garçons des villages de Vaughan, Edam, Cochin, Paradise Hill, Butte-Saint-Pierre et Delmar se rendaient au collège Mathieu de Gravelbourg ou Notre-Dame à Prince-Albert et par la suite à Saint-Louis. Et les jeunes filles finissaient leurs études secondaires dans les couvents à Delmas et à North Battleford. Le cœur des voyages sèves se trouvait dans ces mêmes villages. Plus de 40% des jeunes qui ont fait le voyage venaient de ces mêmes villages-là. À North Battleford, l'abbé Marchédon avait développé tout un mouvement francophone autour de la paroisse Saint-André. Il fonde la Villa Pascal, un foyer visant à rapatrier près de la paroisse Saint-André des vieillards francophones. Le foyer ouvre ses portes en 1977 et avec le père Mercure, il lance le mouvement des scouts francophones dans la province à peu près à ce même moment-là, entre 1975 et 1977. Il a même fondé une école française dans sa paroisse Saint-André avant même que le gouvernement provincial change la loi scolaire en 1978 pour permettre la création d'écoles désignées. Aujourd'hui, la région nord-ouest de la province n'a plus le dynamisme francophone qu'il avait à l'époque et plusieurs des petits villages comme Léoville, Spiritwood, Marcelin, Vaughan, Edam et Cochin n'ont plus que des vieux de ma génération qui parlent encore le français. Avant de passer vers la Trinité, est-ce que vous aviez des questions sur tout ce développement qui se fait dans le nord-ouest de la province? Non? Oui, j'aurais une question, Laurier. Oui. Tout à l'heure, tu parlais des réserves indiennes du coin. Est-ce qu'il y avait des rapports, on connaît le rapport un peu métis francophone, mais est-ce qu'il y avait des rapports entre les francophones puis les Premières Nations? Au tout début, oui, mais quand on commence à avoir une vague de migration au début du 20e siècle, là, on commence à voir des tensions entre les deux groupes et même que les Autochtones, par exemple, de la réserve Thunderchild, près de Delmas, demandent d'être déplacés, d'avoir une nouvelle réserve plus vers le nord dans la région de Cochin. Donc, il y a des tensions qui se développent quand une forte migration francophone et anglophone arrive dans la région. OK. Merci. Passons maintenant vers la région de la Trinité et la raison pour ça, c'est qu'il y a un lien entre les cowboys qui se sont établis dans le nord-ouest de la province, les princes Béliveau, Richard et compagnie, et les débuts de la Trinité. C'est que le premier colon canadien-français dans la région a été un nommé Joseph-Paul Marcotte. Comme certains des autres cowboys, il devient d'abord fermier dans la région de Oak Lake au Manitoba, dans le sud-ouest du Manitoba, avant de se diriger plus vers l'ouest.
Il a d'abord opéré un ranch à Saint-Paul-des-Métis en Alberta et ensuite un autre dans la région de la Butte du Paradis avant de venir établir son Bluebell Ranch dans la région des Sage Hills, c'est-à-dire dans la région de Prudhomme vers 1895-96 environ. Il arrive avec un troupeau de vaches et de chevaux et établit son ranch sur le township 38, rang 28 à l'ouest du deuxième méridien. Il est considéré comme un des fondateurs de Prudhomme avec l'abbé Constant Bourdelle qui arrive dans les territoires du Nord-Ouest en 1904. Prudhomme devient un centre éducatif important pour les jeunes filles canadiennes françaises de la région à cause de la présence des filles de la Providence qui ouvrent un couvent dans cette communauté en 1905. Vonda, quelques kilomètres à l'ouest de Prudhomme, est établi comme village avec l'arrivée du Canadian Northern vers 1904. La paroisse sera desservie par l'abbé Philippe-Antoine Béribé qui arrive comme curé, mais aussi comme missionnaire colonisateur pour le nord de la Saskatchewan en 1905. L'abbé Béribé sera responsable de la fondation des villages de Victoire, Henribourg, Albertville, Zénoparc et Arborfield, entre autres, qu'on reparlera dans la prochaine rencontre. On en reparlera lors de la prochaine session, comme je viens de dire. Entre 1905 et 1908, par contre, il fait venir de nombreux colons canadiens, français et franco-américains à Vonda, Prudhomme et aussi Saint-Denis. La Bérubé a même tenté d'établir un premier regroupement provincial des francophones de la Saskatchewan en 1909. Son objectif était de regrouper les 100 cercles locaux de la Société Saint-Jean-Baptiste, et il y en avait plusieurs dans les villages francophones de la Saskatchewan à cette époque-là, comme on essayait de faire au Manitoba au même moment. Hélas, même si son plan d'un regroupement a échoué, cette rencontre à Vonda en 1909 a mené d'autres à prendre l'initiative et fonder un journal provincial en 1910, le Patriote de l'Ouest, et l'abbé Constant Bourdelle était un des fondateurs du Patriote, et la rencontre de 1912 à Duck Lake qui a mené à la fondation de l'ACFC ou l'Association catholique franco-canadienne de la Saskatchewan. Saint-Denis voit le jour en 1910 comme paroisse et les trois Prudhomme, Vonda, Saint-Denis seront des joueurs clés dans les premiers développements de la communauté francescoise. À Saint-Denis, on voit l'émergence des frères Raymond et Clotaire Denis comme deux piliers de la communauté franco-canadienne. À Prudhomme, les francophones pourront compter pendant plusieurs années sur le leadership de l'abbé Maurice Baudou, curé du village et président de la CFC à un moment donné. Enfin, Vonda a été le siège social de la CFC pendant plus de 30 ans. Menée par Antonio de Margerie, secrétaire de la CFC, la maison de Margerie était plus ou moins un ministère de l'Éducation française en Saskatchewan de 1929 à 1963. Depuis, Antonio de Margerie, Maurice Baudou, Clotaire Denis et Raymond Denis ont été parmi ceux qui ont mené la lutte pour l'obtention de la radio française en Saskatchewan en 1952. Cette lutte avait commencé durant la crise des années 1930. Donc, même si on reconnaît que Gravelbourg a le titre de bijou de la communauté francescoise, le moteur politique pendant de nombreuses années se trouvait dans la région de la Trinité. Et voilà pour la présentation d'aujourd'hui. Et je suis prête à répondre à vos questions maintenant.
Qu'est-ce qu'on peut évaluer comme cause qu'on a perdu ces communautés? Tu as parlé tout à l'heure le chemin de fer, par exemple, qui n'a pas passé à tuer littéralement de ces communautés-là, mais qu'est-ce qui fait que... Est-ce qu'il y a d'autres causes? J'imagine l'assimilation a joué aussi, là, mais comment est-ce qu'on peut évaluer ça? Ça, je vais en parler dans la prochaine session, mais la cause principale, c'est la centralisation scolaire dans les années 40 et 50. Parce que jusqu'à ce moment-là, la communauté françaiscoise s'est très bien maintenue. Ensuite, on voit encore d'autres éléments qui vont venir entrer en jeu plus tard. La décision d'établir une école désignée au début des années 1970 ou ne pas en établir une va aussi être un facteur très important. Des communautés comme Saint-Brieuc, Montmartre et Duck Lake, qui jusqu'au début des années 70 sont parmi les communautés les plus farouchement francophones, soudainement n'acceptent pas le concept de l'école désignée et décident qu'on va juste continuer avec le français de la CFC. Et très vite, on voit qu'ils disparaissent comme même communauté francophone. Donc, ce sont des facteurs comme ça, puis je vais en parler davantage dans le prochain numéro, dans la prochaine session, mais c'est ça qui va vraiment changer la dynamique après la crise économique des années 30. Aussi, puis là, j'oublie complètement le nom, mais entre Kindersley puis la frontière de l'Alberta, je me souviens d'avoir passé là puis d'avoir vu, à un moment donné, une communauté morte, là, où il restait à peu près un élévateur à grains, puis c'est tout ce qu'il y avait là. Puis il y avait un nom francophone, mais j'oublie le nom francophone de cet endroit. Ben, ça, il y en a eu beaucoup de ça. Et encore une fois, c'est la question du chemin de fer. C'est où est-ce que le chemin de fer décidait de construire, déterminait si un village allait survivre ou ne pas survivre. Et des fois, c'était une question de juste quelques kilomètres, comme par exemple Notre-Dame d'Auvergne et Pontex, où tout est déménagé vers Pontex, qui était juste 1,5 km au sud de Notre-Dame d'Auvergne. Marcelin, c'est un autre cas où le premier village commençait et le chemin de fer a été construit à 2 km de distance. Et donc là, le premier village meurt et est déplacé. Donc ça, c'est un des facteurs qui joue vraiment sur la survivance d'un emplacement et tout ça. Merci, Laurier. Mais si tu avais un élévateur à grains, ça veut dire que le train devait passer à un moment donné. Et il faudrait que je sache c'est quoi ce... Mais il y a eu des petits îlots ici et là, un petit peu partout dans la province. Moi, je me souviens dans mes recherches, quand j'écrivais un bout d'histoire dans l'eau vive, j'avais réussi à repérer à peu près une soixantaine d'endroits qui, à un moment donné, avaient eu un début et ensuite étaient tout simplement disparus à cause de l'absence du chemin de fer ou même d'une route qui passait à cet endroit-là. Donc, merci. Autre question? C'est quoi? C'était bien clair, mon affaire aujourd'hui? Ou on n'est pas intéressé? Je suis là, je suis désolée. OK. Est-ce que d'autres personnes ont des questions ou est-ce que tout le monde a posé les questions qu'ils souhaitaient poser? Non, c'est tout bon. Je suis désolée, j'ai un petit peu manqué. J'étais au téléphone, donc j'ai un petit peu manqué, mais me voilà de retour. Est-ce que tous ces... J'aimerais juste ajouter quelque chose ou dire quelque chose. Bien J'ai sûr. trouvé le sujet pour ma première fois très intéressant. C'est un très bon orateur, le monsieur Laurent, c'est ça? Laurier. Laurier.
Et puis, la seule chose que je déploie dans mon cas, c'est que toutes les places qui mentionnent, comme la route 16, la route 6 ou ainsi de suite, pour moi, c'est inconnu parce que je ne peux pas localiser exactement le groupe des Français où ce qu'ils étaient situés pour moi. Parce que c'est sûr que j'ai suivi l'histoire quand j'étais jeune de tout mon Canada et tout ça, mais Saskatchewan, pour moi, j'étais chez ma cousine pour la première fois il y a 4 ans. Et puis, on n'a pas eu le temps de tout visiter, ça c'est sûr. Mais j'aimerais réellement, je vais en parler avec ma cousine pour que je puisse savoir un peu, savoir où je peux avoir une carte quand vous décrivez quelque chose que je peux suivre. Parce que pour moi, je suis complètement perdue, tu sais. Ce que je pourrais faire, puis ça, je l'ai fait pour les autres, je suis prête à vous envoyer les textes que je présente. Oui. Mais j'ai aussi créé au fil des années, justement, quand je faisais ces chroniques dans le journal local et que je découvrais un nouvel endroit, j'avais développé une carte où, quand je trouvais un nouveau village, je l'indiquais sur la carte. Et je pourrais vous envoyer cette carte. Elle est en version JPEG, mais je pourrais vous l'envoyer et vous pourriez ouvrir et voir un petit peu et davantage vous situer. Mais quand je parle qu'entre la transcanadienne, qui est la numéro 1, et la numéro 16 ou la Yellowhead, traditionnellement, il y a eu très peu de colonisation francophone comparativement au sud de la transcanadienne où on a toute cette série de villages allant de Bellegarde dans l'est jusqu'à Dollard et Pontex dans l'ouest. Et même chose au nord de Saskatoon. OK. Il y a des centaines de villages francophones, mais entre les deux, il y en a eu très peu. Mais dans mes recherches, justement, c'est ça, c'est que j'en ai découvert certains et souvent, il y a des livres comme le livre de Candice Savage qui nous parle justement d'une famille francophone qui s'établit à Tessier, les Blondins d'Issureau. Oui, ça, c'est un livre que Jacqueline m'a bien parlé, puis je veux aller le chercher. C'est ça. Donc, j'ai tout ça, là. C'est Des inconnus sous mon toit, l'édition Québec-Amérique. Fait que je l'ai pris en note et puis je vais aller l'acheter parce que mon mari et moi, on aime bien l'histoire. Je vais pouvoir lire. Une des choses que ici en Saskatchewan, pour les gens, les autres participants ici ont suivi cette même histoire, l'ont vécu. Quand je parle de personnalités comme le père Mercure, le père l'abbé Marchildon, les Denis, les Antonio de Margerie, c'est des personnalités connues ici en Saskatchewan dans la communauté. OK. Certainement pour d'autres, c'est à découvrir. Il y a d'autres livres qui ont été publiés au fil des années par la Société historique qui pourraient aussi beaucoup vous aider. Par exemple, il y a le livre Sans nom de Richard Lapointe, la Saskatchewan de A à Z, qui sont des livres qui vont donner davantage d'informations, des livres que moi, je me sers toujours beaucoup, même après 40 ans d'avoir suivi cette histoire des francophones en Saskatchewan. En tout cas, vous êtes très intéressant, puis je suis bien contente que Jacqueline m'a fait connaître ça. Très bien. Donc, si vous m'envoyez votre adresse courriel, je vais justement vous envoyer les 3 premières sessions et aussi cette carte de la Saskatchewan. OK. Je vais demander à ma cousine comment procéder pour vous l'envoyer, parce que je ne sais pas comment faire, là. Ou vous pouvez demander à Claire Landriot aussi. Jacqueline ou moi-même, j'ai l'adresse de Laurier, et j'ai votre adresse, je pourrais vous la communiquer, pardon. Oui, c'est bien correct, Mme Claire. Oui, oui. Fait que vous pourrez lui donner pour que moi, je puisse avoir
pour que ça soit plus intéressant pour localiser. Parce que toutes les places qu'il a dit, pour moi, c'est inconnu, mais au moins, je pourrais situer un peu, parce qu'à un moment donné, il a parlé M. Laurier a parlé de Marie-Reine Plante un petit peu avant M. Price. Puis pour nous, la famille Plante, c'est le nom de ma mère et puis le père de Jacqueline. Fait que c'est ça, j'aimerais ça concernant Delma, quelque chose comme ça, là. Situer un peu où que c'est. Et elle, cette Madame Plante, elle était mariée avec un Monsieur Roy, qui est l'ancêtre de tous les rois de cette région de Delmancé. Un des plus célèbres de ces rois-là, c'est André Roy, qui est comédien, ancien animateur de Radio-Canada et tout ça. Mais oui, moi j'aime ça aller trouver les petits détails de même. L'histoire de ces cowboys, je les trouve fascinants. Par exemple, j'ai mentionné les frères Béliveau dans la présentation aujourd'hui. Et je me souviens avoir fait une recherche plus approfondie sur eux. Et c'était deux vieux garçons, par exemple, qui, ils ne sont pas vieux quand ils arrivent et qui établissent leur ranch, mais durant la ruée vers l'or, vers du Klondike, ils décident qu'ils vont aller faire leur fortune dans le Yukon. Okay. Et ils sont partis, ils ont laissé leur ranch à Paradise Hill entre les mains d'un homme engagé. Et ils sont partis tous les deux. Ils ont passé plusieurs années dans le Klondike, sont revenus pauvres comme Job. Heureusement qu'ils avaient encore leur ranch. Et un d'entre eux, justement, avait perdu tous ses cheveux et tout ça. Et même, il avait souffert le martyre pour s'y rendre parce que c'était pas facile et ils avaient attrapé une fièvre en route. Donc, moi, c'est des histoires de même que j'aime ça retrouver quand je fais de la recherche sur l'histoire des francophones en Saskatchewan. Et il y en a des milliers de petites histoires comme ça. C'est ça. Et pendant 25 ans, j'ai eu le plaisir d'en raconter plusieurs dans la revue historique. Ça m'a fait plaisir, en tous les cas. Je vous remercie. Oui, vous êtes à Québec, au Québec ou... Ah non, je suis à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est une banlieue de Montréal, la Rive-Sud. C'est ça. C'est ça. Oui. Donc, c'est un peu plus tard chez vous aussi. Oui, on a commencé à 3 heures. Oui. Nous, c'est ici... on est proche. Quand je suis arrivée dans la région, j'ai resté 30 ans à l'Acadie. Alors, j'ai connu beaucoup de familles souches qui venaient du Nouveau-Brunswick lors de la déportation et tout ça. J'ai travaillé pour l'Acadie, pour le 200e dans le temps. Donc, oui, c'est ça. OK. Bon. Génial. Oui. Est-ce que d'autres personnes ont quelque chose, que d'autres personnes veulent dire quelque chose ou ont une question? Non? Est-ce que je vais vous embêter encore avec ça? Est-ce que ça vous embête pas de répondre à mon petit sondage rapidement que j'envoie à chaque fois à la fin des sessions pour savoir si vous avez apprécié la session? Je vais le lancer maintenant avant que vous me quittiez. En fait, je ne l'ai pas. Bon, ça a été... Je n'ai pas le sondage. Ben, tant pis, on va laisser tomber. OK, s'il n'y a pas d'autres questions, ce que je voulais dire avant qu'on se quitte tous, c'est que la prochaine session avec Laurier, qui sera la dernière finalement, ce sera le 10 décembre. Alors, si vous ne voulez pas la louper, faites une croix dans le calendrier. C'est pas le 8? Le 8, pardon, le 8. Le 8, merci Laurier. Le 8 décembre à 14h. Je vois Stella qui nous fait des bisous. Le 8 décembre à 14h, effectivement. Donc, si vous ne voulez pas la louper, croix dans le calendrier. D'ici là, on vous renverra un lien et tout ça. Mais il n'y a pas de raison, ça ne va pas être annulé ou ça ne va pas bouger. Donc, voilà. Prochaine session avec Laurier.
Et j'espère que vous avez passé un bon moment. Laurier, merci beaucoup parce que comme à chaque fois, c'est vraiment très intéressant, les sessions. Et pour moi, c'est un réel plaisir à chaque fois de te retrouver. On se retrouve donc du coup le 10 avec Laurier, puis on se retrouve aussi le 24. Dans 2 semaines, il y aura une autre session Connect-Aînés. Pas avec Laurier, mais il y aura quand même une autre session Connect-Aînés. Et puis voilà, je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi. Restez chez vous au chaud parce que tout le monde a de la neige et il fait froid et ça glisse. Alors attention. Et en tout cas, merci à tous d'avoir participé et je vous dis à la prochaine. Et merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci, Claire. Merci à vous. Bye. Au revoir, cousine. Au revoir, cousine. Bye bye. Au revoir. N'hésitez pas à m'envoyer un petit courriel si vous voulez les infos de Laurier. Il n'y a pas de problème. OK. Merci. Au revoir.